20 avril 2023. Il est 15h37 quand la plus puissante fusée du monde se lance dans le sud du Texas. Ce nouveau lanceur spatial super lourd nommé Starship est développé par SpaceX pour pouvoir déplacer vers l'espace une charge utile de 100 tonnes. Cette fusée représente une prouesse aussi bien technologique que physique, fruit des nombreuses années de travail menées par SpaceX avec à sa tête le milliardaire Elon Musk. Lorsque la fusée s'élance dans le ciel, elle porte avec elle les nombreux espoirs de la firme américaine quant à la conquête spatiale, mais malheureusement, elle finit par s'écraser 4 minutes seulement après son envol. La raison, le détachement raté du premier étage de la fusée, la partie basse du lanceur, nommée le Super Heavy, avec la partie haute de la fusée, ce qui a mené la fusée à avoir un comportement instable lors de son ascension, puis à son explosion. Certains verront dans cette explosion un échec, mais d'autres, comme Elon Musk et Thomas Pesquet, y voient une forme de réussite et un apprentissage pour les futurs lancements de fusées en lien avec la relance de la conquête spatiale. Car oui, revenons à l'objectif premier qui a mené au décollage de cette fusée et qui est d'effectuer un vol d'essai orbital dans le cadre du programme Artemis. Un programme dont l'objectif est de ramener l'homme sur la Lune à horizon 2025. Plus de 50 ans après que le premier homme ait posé le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969, avec Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11, l'humanité va franchir à nouveau un grand pas en y retournant une nouvelle fois. Ceci dans un objectif de préparer ensuite la conquête d'une nouvelle destination, celle de la planète rouge, la planète Mars. Nous allons analyser aujourd'hui comment le renouveau de la conquête spatiale est tout autant un sujet technologique, économique et sociétal qui va modifier durablement notre perception des frontières humaines en répondant à une question: où en est la conquête spatiale et quels sont les défis de la nouvelle ère à venir? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Commençons par un petit tour d'horizon de l'évolution des engins spatiaux depuis le début de la conquête spatiale à nos jours, pour comprendre comment la conquête spatiale a évolué au gré des évolutions sociétales, technologiques et également politiques. La conquête spatiale peut ainsi être divisée en différentes périodes. Une première période avant le XXe siècle, marquée par des premières cartographies de l'espace par l'homme, ainsi que la découverte des lois de la physique, qui lui permettront de faire décoller les premiers engins spatiaux, comme la troisième loi de Newton par exemple, la loi de l'action réciproque ou action et réaction. Vient ensuite la période du milieu du XXe siècle, des années 1957 à 1977, une période qui marque la première ère spatiale moderne avec le duel entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Ce duel entre les États-Unis et l'URSS va culminer autour de la course vers la Lune qui sera finalement gagnée par les États-Unis en 1969, malgré le fait que l'URSS ait pris une avance significative un peu plus tôt dans la course à l'espace avec l'envoi du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. C'est une époque où de nombreux engins spatiaux pour la conquête spatiale seront développés. Citons ainsi par catégorie le développement des premiers lanceurs, ces fusées permettant de mettre en orbite les capsules et autres engins spatiaux comme les satellites. Citons par exemple les lanceurs Saturn américains ou les R7 russes, la construction des premières capsules, engins spatiaux habitables permettant de se rendre dans l'espace grâce à une fusée, puis de retourner sur Terre. Citons côté américain les capsules Mercury, Gemini ou les fameuses capsules Apollo, dont la mission Apollo 11 fera se poser sur la Lune Neil Armstrong et Buzz Aldrin notamment. Enfin, citons côté russe, leurs concurrentes les capsules Voskhod et Soyouz. Les modules atterrisseurs, engins permettant aux capsules d'atterrir sur des astres tels que la Lune, comme le module LEM américain qui équipait les missions Apollo, et son concurrent russe LK Lunokhod. Les premiers avions fusées, avec le X-15 américain ainsi que le MiG russe. Et enfin, le développement des premières stations spatiales, avec les programmes américains Skylab ou le programme russe Salyut. Cette période se terminera ainsi avec la maîtrise incontestée des vols habités de longue durée par l'URSS, mais des victoires côté américain dans l'envoi d'engins robotisés dans l'espace, comme avec les vols historiques Viking 1 et 2. En troisième période, nous aurons la période de 1977 à 1997, qui marque une transition avec la fin de la bipolarisation américano-soviétique et la mise en œuvre de tentatives de collaboration internationale. C'est à cette époque où l'agence spatiale russe et américaine, sous l'effet de coupes budgétaires de part et d'autre, vont s'engager dans une entreprise ambitieuse, la création de la Station spatiale internationale
internationale, l'ISS. Également, c'est cette période qui vit l'émergence de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, composée de 10 membres au départ et qui en compte aujourd'hui 22. La quatrième période de 1997 à la fin des années 2010 voit les cartes rebattues avec l'entrée de nouveaux pays dans la conquête spatiale, dont notamment la Chine avec son programme Shenzhou. Cette période voit également le développement de la coopération internationale au sein de l'ISS, le développement de lanceurs de plus en plus sophistiqués par l'ESA avec le programme Ariane, et enfin l'ouverture au privé du secteur spatial par les États-Unis avec des contrats passés avec des acteurs comme SpaceX ou Blue Origin. Enfin, la période actuelle, depuis la fin des années 2010, voit donc arriver une concurrence à plusieurs niveaux entre les États, avec à leur tête les États-Unis, la Chine et l'Europe, et entre les entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic. Les objectifs de conquête spatiale sont ainsi relancés, comme on peut le voir avec le programme Artemis notamment. Le programme Artemis, du nom de la sœur du dieu soleil Apollon, décidément les Américains ont un véritable amour pour les dieux de la Grèce antique, notamment pour nommer leur programme, est un programme lunaire international placé sous l'égide de la NASA. Il porte une promesse, celle d'envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le but étant de construire une base lunaire au pôle sud et d'assurer une présence humaine prolongée sur la Lune en vue de futurs projets technologiques, voire commerciaux. Dans le cadre du programme, 3 missions sont prévues. Un vol non habité autour de la Lune, un vol habité autour de la Lune, et enfin le premier alunissage avec équipage. Au niveau technologique, le concept du vol habité d'Artemis reposera dans un premier temps sur l'emploi de fusées avec une capsule contenant les astronautes et la charge utile pour atteindre une station spatiale autour de la Lune, appelée Gateway, puis dans un second temps sur l'emploi d'atterrisseurs lunaires afin de faire la navette entre la Lune et la station. Plus précisément en termes d'engins spatiaux, la NASA a opté pour les fusées SLS pour Space Launch System, Starship de SpaceX, New Glenn et New Shepard de Blue Origin, ainsi que sur la fusée Ariane 6 de l'ESA. En termes de capsule, c'est la capsule Orion, développée par la NASA, qui est retenue. Du côté des atterrisseurs lunaires, après une âpre bataille entre les constructeurs Dynetics, SpaceX et Blue Origin, en collaboration avec Draper et Lockheed Martin notamment, c'est SpaceX qui remporte la mise avec son HLS, Human Landing System, une version lunaire du Starship. Cette victoire n'a pas été du goût de Blue Origin, qui porte à plainte auprès de la Cour fédérale des réglementations, dû au fait que la NASA avait promis de choisir 2 atterrisseurs finaux mais n'en a choisi qu'un seul avec SpaceX. On voit bien que la concurrence entre les acteurs privés dans le secteur spatial est tout aussi forte que celle des États, et celle-ci ne se cantonne pas qu'au programme lunaire mais également à des destinations spatiales plus lointaines comme la planète Mars. La planète Mars est aujourd'hui la cible principale de l'exploration spatiale après la Lune. Elle reste assez proche à atteindre avec un aller simple d'à peine 9 mois, sa proximité implique qu'elle bénéficie d'une bonne part du rayonnement solaire reçu par la Terre et qu'en conséquence, son sol est presque aussi chaud que les régions polaires terrestres. Par ailleurs, un jour sur Mars est seulement de 40 minutes plus long qu'un jour sur Terre, la planète possède une gravité de 38% celle de la Terre et y approche de sa surface beaucoup d'eau gelée souterraine que les hommes pourraient faire fondre pour l'utiliser. C'est pour toutes ces raisons que la conquête de la planète rouge suscite beaucoup d'attention, notamment celle d'Elon Musk et donc de SpaceX. Pourquoi autant d'attention d'Elon Musk pour la planète du dieu de la guerre, Mars? Eh bien parce que le milliardaire semble penser qu'au vu de l'activité humaine notamment, la Terre est condamnée à devenir inhabitable à un certain moment et qu'une terre de rechange doit être préparée pour permettre à l'humanité de survivre. Mars étant une candidate de choix au vu de toutes les raisons énumérées un peu plus tôt. C'est dans ce cadre que SpaceX développe ses lanceurs pour permettre un vol aller-retour vers Mars dans un objectif d'établir la première colonie humaine martienne d'ici 2060. Concernant la conquête martienne, qu'en est-il du concurrent direct de SpaceX, Blue Origin? Eh bien, Jeff Bezos ne semble pas beaucoup adhérer à la vision pessimiste du patron de Tesla quant à l'avenir de la Terre et souhaite plutôt miser sur une implantation lunaire pour aider à solutionner certains problèmes terrestres, comme la pollution de certaines industries lourdes qui pourraient être délocalisées un jour sur la Lune. Nous avons vu que la conquête spatiale est relancée autour de destinations que sont la Lune ou Mars, mais quels sont les défis sous-jacents à ces expéditions? Peut-on réellement atteindre ces destinations technologiquement et y rester à moyen-long terme? Quels sont les coûts et contraintes de tels voyages? C'est ce que nous allons voir dans cette partie.
Le vol vers la Lune et vers Mars nécessite une quantité d'énergie considérable qui va dépendre de plusieurs facteurs tels que la masse totale du système ou le carburant utilisé. Cette énergie doit permettre au lanceur et à la capsule de surmonter la gravité terrestre, atteindre la vitesse d'échappement, qui est de plus de 40 000 km/h, puis d'atteindre la trajectoire appropriée pour aller soit sur la Lune ou ailleurs dans l'espace. Pour voyager vers Mars ou plus loin, il faudra donc prévoir des systèmes de ravitaillement en carburant pour permettre que de tels voyages soient faisables. C'est le rôle des stations spatiales de long terme sur lesquelles planchent les industriels du secteur. Par ailleurs, les engins spatiaux doivent être fabriqués avec des matériaux permettant de résister à des changements de température drastiques entre les forces de frottement propres au décollage, avec des températures élevées, et aux températures faibles dues au vide spatial. Ces matériaux doivent être extraits sur Terre et génèrent ainsi une pollution environnementale non négligeable. Concernant la pollution, le lancement d'une fusée va générer une première pollution atmosphérique ainsi que des impacts sur la couche d'ozone. Avec l'utilisation de propergol en termes de carburant pour certaines fusées, un liquide produisant des gaz à effet de serre. Un lancement de fusée produit également une pollution sonore qui peut avoir un impact sur la faune et la flore aux alentours. Par ailleurs, la pollution spatiale liée aux débris des engins spatiaux non utilisés est également à mentionner. Elle forme une mini-constellation d'objets autour de notre planète bleue avec ses potentiels dangers pour toute expédition spatiale. Certaines entreprises tentent de régler ce problème avec la réutilisation des fusées pour SpaceX par exemple, mais reste que nous n'avons pas trouvé de solution technologique viable pour nettoyer l'espace de ces débris actuellement. Le voyage et la vie à long terme dans l'espace comportent leur lot de contraintes et de risques pour l'être humain ainsi que pour tout être vivant embarquant dans l'expédition. Citons comme contrainte la gravité qui est moindre dans l'espace. Les êtres vivants se sont habitués à se développer avec le niveau de l'accélération gravitationnelle terrestre. Dans l'espace, se reproduire ou croître pour certains animaux ou plantes sera ainsi un véritable défi. De même, en apesanteur, la santé des êtres humains va être également atteinte car notre corps s'est développé sous les conditions terrestres avec sa gravité. On peut imaginer ainsi des systèmes utilisant la force centrifuge pour simuler la gravité, mais cela représente un véritable challenge en termes de conception et de mise en œuvre dans une capsule. Par ailleurs, des effets psychologiques risquent de se faire ressentir pour les voyageurs passant 6 mois enfermés dans un vaisseau par exemple. Il faudra donc trouver des moyens de les occuper mentalement pendant tout ce temps. Selon les estimations, il faudrait plusieurs centaines de milliards de dollars pour effectuer un voyage sur Mars, ainsi que l'équivalent de 2 décennies supplémentaires pour développer les technologies nécessaires pour aller sur la planète rouge. Avec de tels chiffres, il devient complexe même pour les grandes puissances de ce monde de financer seules les expéditions de longue distance dans l'espace, et la coopération internationale, initiée avec les stations spatiales comme l'ISS, semble être la meilleure réponse pour rendre envisageable et abordable la conquête spatiale pour tous les pays. Reste qu'avec la recrudescence des mouvements populistes et nationalistes à travers le monde, ainsi que la tendance au repli qu'on peut voir au sein des grands pays en pointe dans la conquête spatiale, on peut craindre que la conquête spatiale ralentisse dans les prochaines années si le rêve d'infini ne l'emporte pas sur les antagonismes politiques. Perdus dans nos vies quotidiennes et centrés sur des besoins plus prioritaires comme passer du temps avec nos proches ou chercher à gagner notre pain quotidien, les objectifs et les enjeux de la conquête spatiale peuvent nous sembler très lointains. Dans cette conclusion, j'aimerais vous convaincre du contraire et raviver pour certains une flamme qui s'est éteinte au fil du temps pour le rêve d'ailleurs et d'inconnu. Si notre travail a bien été fait lors de cette analyse, vous aurez compris que la conquête spatiale a des conséquences bien moins lointaines qu'il n'y paraît pour nos vies quotidiennes, avec les enjeux politiques, écologiques ou économiques qu'elle recouvre. Par ailleurs, les technologies développées pour le voyage spatial ont de fortes chances d'aboutir un jour à une utilisation commerciale dans le privé sur Terre, comme ce fut le cas avec les satellites. Par exemple, qui sait quelles technologies vont être inventées pour pouvoir vivre sur Mars et quelles seront leurs potentielles réutilisations dans d'autres domaines. Seul l'avenir nous le dira, mais je vous conseille de suivre le sujet de très près. Nous, en tout cas, chez Human for Tech and Tech for Human, nous serons là pour vous informer des principales avancées à noter concernant cette nouvelle ruée vers l'espace. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour rester au courant des futures analyses que nous vous proposerons. Par ailleurs, si vous avez encore un peu de temps et une soif de connaissances, n'hésitez pas à regarder nos précédentes analyses sur les thèmes de l'Europe du numérique et les sportifs augmentés. À bientôt.